Ma fille m'a insulté devant ma famille. Quand je l'ai confrontée, ma femme a pris son parti. J'ai juste souri. Le lendemain, je leur ai coupé les vivres, j'ai demandé le divorce et je les ai regardés perdre la tête. Salut Reddit, accrochez-vous et prenez votre popcorn. C'est bien plus bordélique que vous ne le pensez. Je m'appelle Martin, 42 ans, homme, 18 ans de mariage, un enfant, et je me tue à la tâche en tant que plombier pour qu'elles puissent avoir tout ce qu'elles veulent. Tout est parti en fumée lors du dîner d'anniversaire de mes parents. Toute la famille était là. Maman et papa fêtaient leurs 40 ans de vie commune. Ma sœur et son mari, quelques cousins, et mon frère, Ray. Tout le monde était réuni autour de la table, tandis que ma fille, Monica, était assise au bout, les yeux rivés sur son téléphone. 19 ans, en deuxième année d'université, traitant le dîner de famille comme si c'était une sorte de corvée. Mon père a essayé de l'intégrer à la conversation, lui a posé des questions sur ce stage en entreprise très compétitif qu'elle avait obtenu. Elle a à peine levé les yeux de son écran. Je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais finir comme lui, à ramper sous les éviers et à réparer des toilettes pour le restant de mes jours. La table est devenue silencieuse. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. La mâchoire de Ray s'est contractée. C'était un manque de respect total pour tout ce que j'avais fait pour elle. J'ai posé mon verre et je lui ai dit de s'excuser. C'est là que Daniel s'est brusquement tourné vers moi. Ne lui parle pas comme ça. Elle ne fait que s'exprimer. Elle n'est pas irrespectueuse, elle a le droit d'avoir des opinions. Tu sais, tu ne vas pas la brimer et la forcer à voir petit simplement parce que, toi, tu t'es contenté de peu. Ma propre femme, devant toute ma famille, prenait le parti de notre fille alors qu'elle dénigrait le travail qui payait tout leur train de vie. Ray a commencé à dire quelque chose. J'ai secoué légèrement la tête. Ça n'en valait pas la peine. Ma mère a essayé de sauver le moment avec une remarque sur le dessert. La conversation a repris, mais quelque chose s'était brisé, et ce n'était pas près d'être réparé. Le reste du dîner est passé comme dans un brouillard. J'ai fait semblant, j'ai souri quand il le fallait, et j'ai fait la conversation, mais à l'intérieur, je faisais des calculs. Ray m'a pris à part sur le parking après. Il voulait leur dire à quel point elles avaient dépassé les bornes. Je lui ai dit non. Il a étudié mon visage avec ce regard qu'il a quand il sait que je suis beaucoup trop calme. Il m'a dit qu'il serait prêt quand j'aurais besoin de lui. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de Daniel, j'ai fixé le plafond pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas mentionné ce qui s'était passé. Elle a juste parlé de rénover la cuisine. Elle voulait ce comptoir en marbre qu'elle m'avait montré le mois dernier. Je lui ai dit, non. Elle m'a finalement regardé, m'a demandé si j'allais bien. Parfait. Quelque chose dans mon ton avait attiré son attention, mais son téléphone a vibré et elle s'est remise à scroller. 2 minutes plus tard, elle dormait. Je suis resté éveillé pendant des heures, pensant simplement que le contrat de mariage, contre lequel Daniel s'était battu il y a 18 ans, était soudainement la meilleure décision que j'ai jamais prise. Colin avait insisté là-dessus. Il disait que tout artisan apportant des actifs dans un mariage avait besoin de protection. Daniel s'était plainte pendant des mois, m'avait fait sentir coupable d'avoir ne serait-ce que suggéré la chose. Elle l'avait finalement signé après que son propre avocat l'eût examiné. Après que j'eus accepté de payer sa voiture, après que j'eus mis son nom sur le compte chèque joint pour les dépenses du ménage. Je me suis levé vers 2 heures du matin, je suis descendu dans mon atelier, j'ai sorti le coffre-fort inifugé où je gardais les documents importants, et j'ai trouvé le contrat de mariage enfoui sous des polices d'assurance et des garanties d'équipement. Je l'ai lu à la lueur de mon téléphone. Tout ce que je possédais avant le mariage restait à moi. La maison, mon entreprise, mon camion et mes outils, mes comptes de retraite, tout était protégé. Le seul bien commun était ce compte chèque pour les factures et les courses. J'ai remis le contrat et verrouillé le coffre. Je me suis assis dans le noir. J'ai eu un déclic. J'ai enfin vu ce qui crevait les yeux depuis tout ce temps. J'ai repensé à Daniel soutenant Monica sans même sourciller. La façon désinvolte dont elle méprisait ma carrière. Comme s'il était évident que je m'étais contenté de peu. Comme si j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à du respect. Depuis combien de temps pensait-elle vraiment cela? Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable pendant que la maison était encore calme. Quelque chose me tracassait, une intuition,
appelez ça comme vous voulez. Cela me disait de commencer à creuser. J'ai ouvert notre compte chèque joint et j'ai commencé à faire défiler 6 mois de transactions. Tout semblait normal au début. Supermarché, facture d'électricité, station-service. Puis j'ai remarqué un motif. Tous les mardis et jeudis après-midi, il y avait un débit de $50 pour le parking du Riverside Inn. Le Riverside Inn était cet hôtel huppé du centre-ville, le genre d'endroit où les gens vont pour des réunions dont ils ne veulent parler à personne. J'ai eu un haut le cœur. Ensuite, j'ai affiché le calendrier de Danielle sur notre compte familial partagé. Tous les mardis et jeudis, elle avait bloqué le créneau de midi à 15h pour « cours de yoga avec Denise ». Le truc, c'est que je ne l'avais jamais vu faire de yoga. Jamais vu de tapis, de vêtements de sport ou quoi que ce soit suggérant qu'elle prenait des cours 2 fois par semaine. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé des débits dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, un hôtel-boutique à l'autre bout de la ville, des achats de cadeaux dans des magasins pour hommes, de l'eau de Cologne chère, des montres de créateurs, des choses que je n'avais jamais reçues. Plus je faisais défiler, plus je commençais à me sentir mal. Mais ce qui m'a vraiment achevé, ce sont les débits sur ma carte de crédit professionnelle, celle que j'utilisais uniquement pour les fournitures de plomberie et les dépenses professionnelles. Quelqu'un l'avait utilisée pour des achats personnels, boutique haut de gamme, bijouterie, soins en spa. J'ai consulté mon compte chèque professionnel, trouvé des images de chèques qui m'ont noué l'estomac. Des chèques libellés à l'ordre de fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler. J.E. Morgan Consulting, Summit Property Service, des montants allant de $500 à $2,000. Ma signature sur chacun d'eux, sauf que je ne les avais jamais signés. L'écriture était proche, mais pas tout à fait exacte. 14 chèques falsifiés sur 6 mois, un peu plus de $22,000. Puis j'ai trouvé les relevés de la carte de crédit professionnelle. Une carte supplémentaire que je n'avais jamais autorisée, au nom de Danielle. Encore $18,000 de dépenses personnelles sur la même période. $40,000. Chaque centime documenté. Chaque transaction tracée. Le schéma correspondait parfaitement. Chèque falsifié traité en début de semaine. Frais d'hôtel les mardis et jeudis. Achat par carte non autorisé éparpillé tout au long de chaque semaine depuis 6 mois. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Elle ne prenait pas de cours de yoga. Elle rencontrait quelqu'un, et elle siphonnait mon entreprise tout en le faisant. La question n'était plus de savoir si elle me trompait. La question était avec qui. J'ai envoyé un SMS à Ray, j'avais besoin d'un service. Il est arrivé exactement 60 minutes plus tard, est entré par la porte arrière et m'a trouvé dans mon atelier. Je lui ai montré les relevés bancaires sur mon téléphone, fait défiler les chèques falsifiés, les laissé voir chacun d'eux, et j'ai regardé son visage s'assombrir. 40 briques au total, chèques d'entreprise falsifiés, carte de crédit non autorisée. Sa colère a commencé à monter. Il a demandé si je voulais qu'il la suive. Je lui ai dit non. Ce dont j'avais besoin, c'était de caméras de sécurité. Si elle demandait, c'était pour la surveillance de quartier, la voiture de Johnson avait été cambriolée la semaine dernière. C'était tout à fait logique. Il a reconnu ce regard sur mon visage. Il savait que je préparais quelque chose. Je lui ai expliqué le plan. J'avais besoin de voir ce qui se passait quand je n'étais pas là. Il a demandé ce que j'attendais de lui. Juste que tu sois prêt. Quand tout ça va exploser, j'ai besoin de quelqu'un dans mon coin qui n'essaiera pas de me dissuader de faire ce qui doit être fait. Après son départ, j'ai fait une liste, équipement de caméra, stockage cloud pour les images, disque de sauvegarde. J'avais besoin de sauvegarde pour mes sauvegardes. Je devais m'assurer que rien ne puisse être supprimé ou perdu. J'ai conduit jusqu'à 2 villes plus loin, vers un magasin de matériel de surveillance. J'ai payé en liquide pour 3 caméras haut de gamme avec connectivité sans fil et sauvegarde cloud. 6,3 cents pour l'ensemble de l'installation. De retour à la maison, j'ai passé l'après-midi à les installer. La caméra de la porte d'entrée a été posée en premier, montée au sous l'avant-toit où elle pouvait capter les visages et les plaques d'immatriculation. La caméra du salon, je l'ai glissée dans une étagère décorative derrière de vieux albums photos que personne ne regardait jamais. La caméra du couloir a remplacé notre détecteur de fumée existant. Même modèle, même boîtier en plastique, mais avec une lentille haute définition cachée au centre. Au moment où Daniel est rentré du travail,
le système fonctionnait parfaitement. Elle a posé des questions sur la caméra devant la maison. Je lui ai dit, un truc de surveillance de quartier. Sécurité. Elle a gobé ça et s'est mise à préparer le dîner comme si de rien n'était. Ce soir-là au dîner, Monica s'est plainte d'avoir besoin d'un nouvel ordinateur portable, un MacBook à 1,5 cents que tous ses amis avaient soi-disant. Daniel a immédiatement approuvé, m'a regardé avec attente comme si c'était déjà décidé. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a froncé les sourcils, a demandé à quoi il fallait réfléchir. Je me suis répété. Monica a levé les yeux au ciel avec ce même mépris auquel je commençais à m'habituer. Elle a dit qu'elle utiliserait simplement l'argent de son anniversaire. Je lui ai dit, bonne idée. Après le dîner, je suis allé dans mon atelier et j'ai affiché les flux des caméras. J'ai testé la fonction de lecture. J'ai configuré des alertes pour la détection de mouvements. Chaque fois que quelqu'un entrait dans la maison, mon téléphone sonnait. La sauvegarde cloud était automatique. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Mardi matin, j'ai dit à Daniel que j'avais un gros chantier à l'autre bout de la ville. Rénovation de toilettes commerciales dans un immeuble de bureaux. Ça pourrait prendre toute la journée. Elle a dit d'accord. Elle a mentionné qu'elle avait yoga de toute façon. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. J'ai fait tous les gestes habituels. Puis j'ai conduit jusqu'au chantier, passé 1 heure à poser les bases de la tuyauterie pour le nouvel agencement de la salle de bain, pris des photos de l'avancement pour mes dossiers, envoyé un email de mise à jour au client, appelé mon fournisseur pour commander des matériaux pour la semaine suivante. Journée de travail normale, routine normale. Vers midi, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la caméra, regardé le flux avec le cœur battant à tout rompre. Une Audi noire s'est garée dans mon allée. Pas la Honda argentée de Daniel. Une Audi noire que je connaissais très bien. La voiture de Peter. Mon meilleur ami. Il est sorti, a regardé autour du quartier comme si de rien n'était, a marché jusqu'à ma porte d'entrée comme il l'avait fait 100 fois auparavant pour les parties de cartes du vendredi soir ou les barbecues du week-end. Sauf que cette fois, il a sorti une clé de sa poche, mon double de clés, celui que je lui avais donné il y a 3 ans quand nous étions partis en vacances et lui avions demandé d'arroser les plantes. Il est entré chez moi. Je suis resté assis dans mon camion à regarder le flux, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, sentant la colère monter dans ma poitrine. Peter, mon meilleur ami depuis plus de 20 ans. Le gars qui avait été témoin à mon mariage, qui venait jouer aux cartes tous les mois, qui emmenait sa femme Zoé pour des dîners de couple. Peter, qui avait apparemment une clé de ma maison et l'utilisait chaque fois que j'étais au travail. Je l'ai regardé traverser mon salon, s'installer confortablement sur mon canapé comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. 20 minutes plus tard, la voiture de Daniel est arrivée. Elle a franchi la porte d'entrée et Peter s'est levé. Ils n'ont même pas attendu, ils se sont jetés l'un sur l'autre, là, dans mon salon. J'ai regardé pendant environ 30 secondes. Puis j'ai éteint le téléphone et je suis resté assis là, me sentant absolument engourdi. C'était ma femme et mon meilleur ami qui me poignardaient dans le dos ensemble, et ils le faisaient dans ma propre maison pendant que je payais pour tout. J'ai appelé Ray. Il a répondu à la 2e sonnerie. Peter couche avec Daniel dans ma maison. Silence. Puis je l'ai entendu prendre une respiration. Tu es sûr de ça? Je regarde ça sur la caméra en ce moment même. Où es-tu? Assis dans mon camion sur un chantier. Reste là. J'arrive. Non, je m'en occupe. Tu parles. Je suis à 10 minutes. Ray, écoute-moi. J'ai besoin que tu aies les idées claires. Pas que tu débarques ici prêt à envoyer quelqu'un à l'hôpital. Une autre pause. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas. C'est ce qu'il faisait quand sa colère commençait à monter. Il tournait en rond. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. J'ai besoin que tu ne fasses rien. Pas encore. Je vais gérer ça légalement, mais j'ai besoin de savoir que tu me soutiens. Tu sais que c'est le cas. Bien. Je t'appelle ce soir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse discuter. J'ai démarré le moteur. Premier arrêt chez un serrurier à 3 rue de là. Je devais changer les serrures de la maison. Fini l'accès libre pour qui que ce soit. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat.
Le bureau de Colin était au centre-ville, dans un de ses vieux bâtiments. J'avais fait appel à lui pour des contrats commerciaux quand j'ai acheté mon premier camion de travail, puis à nouveau quand j'ai créé la SARL. C'est lui qui avait insisté pour le contrat de mariage il y a 18 ans. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Je suis entré sans rendez-vous. Sa réceptionniste a essayé de m'arrêter, mais Colin m'a vu à travers la vitre et m'a fait signe d'entrer. J'ai sorti mon téléphone avant même de m'asseoir. Les relevés bancaires d'abord. Je lui ai montré les images des chèques falsifiés avec les faux noms de fournisseurs. Puis la carte de crédit professionnel non autorisée au nom de Daniel. Puis j'ai passé les images de la caméra. Peter entrant dans ma maison avec une clé. Tout concordait parfaitement. Colin a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Le truc d'avocat à l'ancienne. Quand le dernier clip vidéo s'est terminé, il a posé son stylo et m'a fait le topo. Le contrat de mariage était en béton. Tout ce que j'avais gagné avant le mariage restait à moi. La maison, l'entreprise, mes comptes de retraite, tout était protégé. Elle l'avait signé après que son propre avocat l'eût examiné. Aucun tribunal n'allait rejeter ça. L'argent volé était encore plus simple. Faux et usage de faux, fraude, utilisation non autorisée de crédit professionnel. C'était des crimes avec des traces écrites claires. Le procès civil serait facile. Elle devrait rembourser chaque centime plus les dommages et les frais juridiques. Le divorce lui-même, 3 mois maximum si elle ne se battait pas. Si elle se battait, elle ne ferait qu'accumuler des factures d'avocat avant de perdre. Bref, j'ai demandé quelles étaient les options pour Peter. Colin s'est adossé à sa chaise en réfléchissant. Il a mentionné que nous pourrions potentiellement déposer une plainte civile pour complicité de fraude. Peter avait bénéficié de l'argent volé, même indirectement. Dîner, hôtel, cadeau. Pas gagné d'avance, mais ça valait le coup de tenter, vu ce que j'avais documenté. Faites-le, ai-je dit. Tout ce qui peut lui faire mal. Nous avons passé l'heure suivante à établir le plan. Au moment de partir, j'avais une feuille de route claire. Demander le divorce lundi. Lui faire signifier le jour même. Déposer la plainte civile mercredi. Laisser son avocat se démener pour répondre. Mon arrêt suivant était à l'autre bout de la ville. Zoé travaillait comme gérante dans un café près de l'université. Un petit endroit, torréfacteurs locaux, assez calme pour une conversation privée. Je l'ai trouvée dans l'arrière-boutique, travaillant sur des feuilles de calcul d'inventaire. Quand je lui ai dit que je devais parler de Peter, tout son corps s'est tendu. Je lui ai montré les images sur mon téléphone. Elle a regardé sans dire un mot. Elle est juste restée assise à encaisser le coup pendant que je lui donnais la chronologie. 6 mois minimum, probablement plus longtemps. C'est mardi matin à elle, ses inventaires d'entrepôt du mercredi à lui que des mensonges. Elle a demandé pourquoi je lui disais ça. J'ai expliqué qu'elle méritait d'être prévenue, comme je l'aurais voulu si j'avais été à sa place. J'ai aussi mentionné que j'allais les poursuivre tous les deux en justice. Je voulais qu'elle soit prête pour ce qui allait arriver. Zoé a hoché la tête, m'a remercié pour l'avertissement, et a dit qu'elle s'occuperait de son côté. Je l'ai laissée assise là avec son ordinateur portable. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai commencé à m'organiser. J'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « Preuves ». J'ai tout sauvegardé sur 3 disques séparés, un dans mon atelier, un dans mon camion, un dans un coffre à la banque que j'ai ouvert le lendemain matin. Ray est passé pendant que je travaillais, a apporté une pizza, et s'est assis dans mon atelier pendant que je lui expliquais le plan juridique. Je lui ai montré le calendrier de Colin. Il a demandé ce que j'attendais de lui. Je lui ai dit la même chose qu'avant. Sois juste prêt. Quand Daniel commencera à appeler les membres de la famille pour essayer de tourner ça à son avantage, j'ai besoin de gens qui connaissent la vérité. Il a serré mon épaule, a dit qu'il me soutenait. Puis il a posé des questions sur Peter spécifiquement. Il voulait savoir s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour rendre la vie de Peter misérable. Je lui ai dit non. On faisait ça proprement. Rien qui ne puisse être utilisé contre moi au tribunal. Ray n'a pas aimé ça, mais il a hoché la tête. Il a dit, quand tout sera légal et terminé, alors nous aurons une autre conversation. C'était de bonne guerre. Les jours suivants, je me suis concentré sur la mise en ordre de mes affaires. J'ai changé tous mes mots de passe bancaire en ligne, mis à jour mon assurance professionnelle, me suis assuré que le nom de Daniel ne figurait sur aucun compte auquel elle ne devrait pas avoir accès.
J'ai appelé mon comptable et je l'ai prévenu du divorce à venir. Je voulais m'assurer que mes impôts d'entreprise étaient inattaquables pour quand l'avocat de Daniel commencerait à fouiner. Je travaillais sur des chantiers normaux pendant la journée, horaires normaux, ne donnant aucun signe que quelque chose avait changé. Le soir, je passais en revue les preuves et m'assurais que chaque détail était verrouillé. Mercredi matin, je me suis réveillé à 5 heures, j'ai fait du café, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable pendant que Daniel dormait à l'étage. J'ai ouvert nos comptes bancaires et commencé à faire des changements. D'abord, je l'ai retiré de la liste des utilisateurs autorisés sur chaque carte de crédit liée à mes comptes. 3 cartes au total, toutes annulées en 3 clics rapides. Ensuite, j'ai détourné mes revenus professionnels du compte joint vers mon compte professionnel personnel. J'ai configuré des alertes sur le compte joint pour savoir si elle tentait de gros retraits. J'y ai laissé assez pour les factures et les courses. Rien de plus. Enfin, j'ai changé tous mes mots de passe banque, email, stockage cloud, tout. Au moment où Daniel est descendu à 7 heures, je lui avais coupé les vivres sans même qu'elle s'en rende compte. Elle est partie travailler, a mentionné qu'elle rencontrait Denise pour déjeuner dans ce nouveau Thaïlandais en ville. J'ai souri et lui ai dit que ça avait l'air sympa. Elle est partie à 8 heures. Monica est partie pour la fac à 8h30. J'ai attendu jusqu'à 9 heures, puis j'ai appelé mon client principal pour lui dire que j'avais besoin de la journée pour une affaire personnelle. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'entreprise de fourniture de plomberie de Peter. Il possédait une petite entreprise de vente en gros. Nous nous étions entraidés au fil des ans. Je lui envoyais des clients, il me faisait des remises d'entrepreneurs de la vraie amitié. Du moins, c'est ce que je pensais. Sa secrétaire m'a salué quand je suis entré. Je lui ai dit que j'étais en fait là pour parler à Zoé. Elle a mentionné que Zoé venait habituellement après le déjeuner. Je lui ai dit de faire savoir à Zoé que j'étais passé. Je devais discuter de quelque chose concernant l'association de quartier. Je suis parti avant que Peter ne puisse me voir. Ce soir-là, Daniel a essayé d'utiliser sa carte de crédit au supermarché. Elle a été refusée. Elle m'a appelé tout de suite, la voix tranchante d'irritation. Je lui ai dit que la banque avait signalé des frais suspects. Ils avaient dû annuler toutes les cartes pendant qu'ils enquêtaient. Elle a demandé quel genre de frais. J'ai dit, achat non autorisé. Ça pourrait être de la fraude. Ils examinent ça. Elle voulait savoir combien de temps cela prendrait. J'ai dit, ça pourrait prendre des semaines. Ces choses prennent du temps. Longue pause. Je pouvais entendre d'autres clients en arrière-plan. Je pouvais l'imaginer debout dans la file d'attente avec un caddie plein de courses et aucun moyen de payer. Je lui ai dit que je lui donnerais de l'argent liquide pour l'essentiel jusqu'à ce que ce soit réglé. Elle a dit que c'était ridicule. Elle a dit qu'elle n'allait pas vivre avec une allocation en espèces comme une enfant. Je lui ai dit qu'elle pouvait toujours utiliser son propre argent. Ce compte personnel qu'elle a le silence de mort. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant. Elle a commencé à bafouiller quelque chose comme quoi c'était pour les urgences. J'ai dit, eh bien, ça ressemble à une urgence pour moi. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le lendemain, Monica a essayé de mettre de l'essence dans sa voiture. Carte refusée. A essayé d'acheter un déjeuner à la cafétéria du campus. Refusé à nouveau. À 15 heures, mon téléphone explosait sous ses SMS exigeant que je règle ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je l'ai laissé seul avec sa honte. Je l'ai laissé sentir ce que c'était quand l'argent cessait de couler. Jeudi matin, Monica a débarqué en trombe dans la cuisine, agitant son téléphone, exigeant de savoir ce qui se passait. Je lui ai dit, enquête bancaire. Ta mère est au courant. Elle a dit que c'était inacceptable. Elle avait des choses à acheter. Je lui ai dit de trouver un travail. Beaucoup de jeunes de son âge travaillent. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire de sauter d'un pont. J'ai bu une gorgée de café. J'ai mentionné qu'il me semblait me souvenir que quelqu'un au dîner avait dit qu'il ne voulait pas finir comme moi. C'était peut-être une bonne occasion d'apprendre l'indépendance financière. Son visage est devenu tout rouge. Daniel est apparu en demandant ce qui se passait. Je leur ai dit à toutes les deux que nous en avions déjà parlé en quête bancaire. Tout le monde doit faire avec. Puis je suis parti. Le vendredi, la panique s'était totalement installée. Daniel m'a appelé 3 fois pendant le travail. Monica a envoyé des SMS exigeant des réponses.
Je les ai ignorés. Ce que je n'ai su que plus tard, Daniel avait passé son vendredi après-midi à la banque à essayer d'accéder à ce compte secret. Le guichetier lui a dit qu'il y avait un blocage en attendant une enquête pour fraude. C'est à 10 jours ouvrables pour régler ça. Aucun retrait autorisé. Elle avait aussi essayé d'appeler Peter 4 fois. Il n'a jamais répondu. Sa secrétaire a dit qu'il n'était pas au bureau, indisponible. Zoé l'avait clairement coincé en premier. Donc, quand je suis rentré ce soir-là, Daniel était coincé sans carte de crédit, sans accès à son argent caché, et son plan de secours ne répondait soudainement plus au téléphone. Ce soir-là, je suis rentré et je les ai trouvées toutes les deux à m'attendre dans le salon. Formation d'embuscade. Daniel a commencé par des accusations d'abus financiers. J'ai failli rire. Je lui ai dit que c'était fort venant de quelqu'un qui avait volé 40,000 $ à mon entreprise. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Daniel est devenu blanc. Monica avait l'air confuse. Daniel a essayé de nier, choisissant ses mots avec soin. J'ai étalé exactement ce que je savais. Les chèques d'entreprise falsifiés. La carte de crédit non autorisée à son nom. Les cadeaux qu'elle achetait pour quelqu'un qui n'était certainement pas moi. Monica a demandé, quoi? 40,000 $? Je lui ai dit de demander à sa mère ce qu'elle faisait tous les mardis et jeudis alors qu'elle était soi-disant au yoga. Le visage de Daniel est passé du blanc au rouge. Elle m'a dit de sortir. Je lui ai rappelé que c'était ma maison. C'était elle qui pouvait sortir. Elle a évoqué les droits matrimoniaux. J'ai souri, lui rappelant ce contrat de mariage qu'elle avait signé, celui dont elle s'était plainte pendant des mois. J'ai sorti les papiers du divorce de ma mallette et je les ai jetés sur la table basse. Je lui ai dit qu'elle serait signifiée lundi matin. Elle avait jusqu'à là pour trouver où elle allait, car après lundi, cette maison serait à moi, tout comme elle l'était avant notre mariage. Monica a commencé à pleurer, m'a supplié de ne pas faire ça. Je lui ai dit que je le pouvais, et que je le faisais. Sa mère avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec. Je suis monté à mon atelier, j'ai verrouillé la porte et j'ai affiché les flux des caméras. Je les ai regardés faire face à la réalité pendant que je restais impassible. Lundi matin, l'huissier s'est présenté à 7 heures. Daniel a ouvert la porte en peignoir, a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. J'étais déjà sur mon premier chantier quand elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Elle a essayé d'avoir l'air raisonnable. Martin, c'est de la folie. Chérie, s'il te plaît, parlons. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, lui ai-je dit. Mais c'est une seule erreur. Allez. Vas-tu vraiment jeter 18 ans pour une seule, la ferme, Daniel? Je l'ai coupé. C'est comme ça que tu appelles 6 mois à coucher avec mon ami dans ma propre maison tout en utilisant mon argent pour payer ça? Une seule erreur? Mais ce n'était pas pendant 6 mois. C'était juste une, je sais exactement depuis combien de temps ça dure. Elle a commencé à pleurer. Puis elle a évoqué Monica. Vas-tu vraiment détruire sa vie aussi? Ta propre fille? Monica a détruit toute relation que nous avions lors de ce dîner. J'en ai fini avec le manque de respect. C'est ta fille et je suis sa mère. Silence. Elle a 19 ans. Si elle ne peut pas faire preuve d'un respect élémentaire, alors je n'ai pas besoin de financer son train de vie. Les gens de son âge travaillent et paient leurs propres affaires. Elle devrait commencer à faire ça. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer et parler. Je lui ai dit de parler à mon avocat, j'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Ray a appelé 10 minutes plus tard, a dit que Zoé venait de quitter Peter, avait pris tout ce qu'elle pouvait emporter, et était allée chez sa sœur. Rapide, ai-je dit. Il a dit qu'elle demandait le divorce. Son avocat rédigeait déjà les papiers. Puis il m'a dit la meilleure partie. L'entreprise de Peter était au nom de Zoé. Pour des raisons fiscales. Il était sur le point de tout perdre. Ça ne pouvait pas arriver à un type plus gentil. Je dois dire que les jours suivants ont été un flou de réunions d'avocats et de paperasse. Colin a déposé la plainte civile pour l'argent volé. Daniel a tout essayé. A appelé depuis différents numéros. S'est présenté sur des chantiers. A envoyé Monica me parler. J'ai fait un mur contre tout ça. L'embuscade sur le chantier a eu lieu mercredi après-midi.
Je travaillais quand j'ai vu la Honda de Daniel sur le parking. Elle m'attendait près de mon camion, m'a regardé charger les outils, a commencé à parler avant que je puisse ouvrir la portière. Elle a dit qu'elle voulait s'expliquer. Qu'elle voulait que je comprenne. Peter ne signifiait rien. C'était une erreur. Elle allait y mettre fin. Nous pouvions réparer ça. J'ai continué à charger mes outils, je ne l'ai pas regardé, je n'ai rien dit. Elle m'a saisi le bras. Je me suis arrêté, j'ai regardé là où sa main me touchait. Elle a lâché prise. Je lui ai dit que plus rien de ce qu'elle disait n'avait d'importance. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle allait tout perdre. Où était-elle censée aller? Comment était-elle censée survivre? Je lui ai rappelé qu'elle avait ce compte secret, celui avec mon argent volé. Peut-être qu'elle aurait dû penser à sa survie avant de commettre une fraude. Je suis monté dans mon camion. Elle est restée là à pleurer pendant que je m'éloignais. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix de Peter, tendue, désespérée, me suppliant de ne pas raccrocher. J'ai raccroché tout de suite. Le vendredi, la réalité les avait finalement rattrapés tous les deux. La femme de Peter avait demandé le divorce et s'attaquait à l'entreprise. Daniel faisait face à un procès civil pour 40 briques plus les frais juridiques. Je me suis assis dans le bureau de Colin pour planifier la phase suivante. Il a confirmé que le contrat de mariage tenait parfaitement la route. Elle ne pouvait pas toucher à la maison. Ne pouvait pas toucher à mon entreprise. Ne pouvait toucher à aucun actif que j'avais avant le mariage. Les biens communs? La voiture à son nom qu'elle gardait. Le compte d'épargne commun a été divisé à 50-50e. Tout le reste était à moi. Quant à Monica, elle avait 19 ans, légalement majeure. Le tribunal ne me forcerait pas à payer pour l'université. C'était entièrement ma décision. J'ai dit à Colin que je ne paierais pas un centime. Elle avait clairement fait comprendre qu'elle pensait que j'étais inférieur à elle. Il était temps pour elle d'apprendre à quoi ressemblait la vie sans mon argent. La procédure de divorce s'est déroulée comme sur des roulettes. L'avocat de Daniel a essayé de contester le contrat de mariage pour cause de contrainte. Il a prétendu qu'elle avait été forcée de signer. Colin a démoli cet argument en moins de 10 minutes. Il a produit des emails où le propre avocat de Daniel confirmait qu'il avait examiné chaque clause avec elle. Il a montré au tribunal qu'elle avait eu 3 semaines pour y réfléchir avant de signer. Le juge a à peine levé les yeux de ses papiers avant de rejeter la demande. Le procès civil était encore plus simple. L'avocat de Daniel a tenté l'angle de la propriété matrimoniale, arguant qu'elle avait le droit d'accéder au fonds commun. Colin a guidé le juge à travers chaque chèque falsifié, a souligné les faux noms de fournisseurs, a montré la carte de crédit professionnelle non autorisée qu'elle avait ouverte à mon insu et sans mon consentement, a étalé la chronologie du vol aux côtés des frais d'hôtel et des achats de cadeaux. Le juge a ordonné la restitution intégrale plus les intérêts et les frais juridiques. 90 jours pour payer. Je me suis assis au fond de la salle d'audience en regardant le visage de Daniel s'effondrer. Monica était assise à côté de sa mère, pleurant dans ses mains. Après l'audience, Colin et moi avons passé en revue la division finale des actifs dans le couloir du tribunal. Elle a eu sa Honda et la moitié du compte d'épargne commun. Ça revenait à peut-être 8,000 $. Tout le reste restait à moi. 3 mois de procédure juridique pour défaire 18 ans de mariage. Les papiers étaient déjà déposés. Je serai officiellement célibataire d'ici la fin de la semaine. Je suis sorti sur le parking où Ray m'attendait. Il a lu sur mon visage et a compris. Nous sommes allés dans un dîner près de la zone industrielle, avons commandé des hamburgers auxquels nous avons à peine touché, et sommes restés assis là sans dire grand-chose. Ray a fini par dire ce que je pensais déjà. Daniel essaierait de revenir une fois que la réalité aurait vraiment frappé. Une fois qu'elle aurait du mal à payer son loyer et à régler ce jugement. Je lui ai dit que ça ne marcherait pas. Cette porte était soudée. Il avait raison sur le timing. Ça a pris exactement 14 jours. J'ai trouvé la lettre dans ma boîte aux lettres 2 semaines après que le divorce fut définitif. Écrite à la main sur du beau papier à lettres, sans adresse de retour. Elle avait dû demander à quelqu'un d'autre de la poster pour éviter que le cachet de la poste ne montre où elle vivait maintenant. Je l'ai lu debout à mon comptoir de cuisine. Des excuses, des regrets, des promesses de changer. Comment elle m'aimait encore, comment nous pourrions reconstruire si je lui donnais juste une chance. Je l'ai déchiré en morceaux et jeté dans la cheminée.
Je l'ai regardé brûler en finissant mon café. Monica a essayé une approche plus directe. Elle s'est présentée sur un chantier commercial où j'installais de nouveaux tuyaux pour la rénovation d'un restaurant. J'ai vu sa voiture sur le parking et l'ai ignorée. J'ai continué à travailler. Elle m'a appelé de l'autre côté de la zone de travail. Elle voulait parler. Je lui ai dit non. Elle a commencé par des excuses. Le dîner, les choses qu'elle avait dites, le fait d'avoir couvert sa mère. Elle a dit qu'elle avait eu tort sur toute la ligne. Je suis resté concentré sur le raccord de tuyaux que je serrais. Puis elle en est venue à ce qu'elle voulait vraiment. De l'argent. Le financement de l'université. Elle a dit que l'université communautaire ne suffisait pas. A promis de me rembourser après l'obtention de son diplôme. J'ai toujours refusé. Elle a continué à insister. Je lui ai expliqué clairement, elle était au courant de la liaison. Oui. J'ai découvert qu'elle le savait depuis le début. Elle a aidé à couvrir ça. A insulté mon travail devant ma famille. M'a traité comme une ordure pendant que je payais pour toute sa vie. Ce n'étaient pas des accidents. C'était des choix. Monica, j'ai passé 19 ans à t'élever. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et tu m'as remercié en traitant mon travail de sans valeur. Ta mère m'a remercié en couchant avec mon meilleur ami. Vous avez toutes les deux fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec. J'ai remballé mes outils sans répondre. Elle était toujours là quand je suis parti. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus être dans cet espace. Chaque pièce me rappelait le mensonge dans lequel j'avais vécu. Je l'ai mise sur le marché un mardi. J'ai eu 3 offres le vendredi. Vendu pour 15,000 $ au-dessus du prix demandé à un jeune couple qui attendait un bébé. Vente conclue en 30 jours. J'ai trouvé un appartement au centre-ville à la place. Immeuble moderne, 2 chambres, grande fenêtre avec vue sur la ville, dernier étage, place de parking dédiée dans le garage. Le loyer était facile à payer. J'ai signé un bail de 2 ans et j'ai emménagé. J'ai commencé à prendre des contrats commerciaux plus importants, immeubles de bureaux, rénovation d'hôtels, un centre médical qui avait besoin d'une révision complète de la plomberie, le genre de travail qui nécessitait des licences et des assurances appropriées, et qui rapportait vraiment de l'argent. J'ai mis en place un système de planification adéquate, fait imprimer des cartes de visite, créé un site web, commencé à soumissionner pour des contrats municipaux. Un soir, alors que je passais en revue des offres de projet à ma table de salle à manger, mon téléphone a vibré avec un SMS de Colin. Message court. Peter avait déposé le bilan. L'avocat du divorce de Zoé avait été impitoyable, avait pris l'entreprise, la maison, mis en place une pension alimentaire qui bouffait la majeure partie de ses revenus restants. Il travaillait maintenant comme employé à l'heure dans l'entreprise qu'il possédait auparavant. J'ai montré le SMS à Ray quand il est passé avec des plats à emporter. Il l'a lu et a souri. Il a dit que c'était magnifique. Ouais, ai-je dit. Ça l'est vraiment. Nous avons mangé sans parler pendant un moment. Ray était la seule personne qui avait été là tout au long de l'affaire. Le seul qui connaissait chaque mouvement que j'avais fait. Peter a essayé de contacter des gens. Des amis communs demandent si quelqu'un a eu de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu en as fini avec lui. Quiconque veut rester ami avec nous deux doit choisir un camp. Et personne ne l'a choisi lui. Chaque personne t'a suivi. Il ne lui reste rien d'autre que ses propres regrets. 3 mois après la fin du divorce, Zoé a appelé. Nous étions restés en contact ici et là. 2 personnes qui se sont fait avoir par les 2 mêmes personnes ont tendance à veiller l'une sur l'autre. Elle a mentionné que Peter avait essayé de la joindre. Il voulait se réconcilier. Il disait qu'il avait fait une terrible erreur. Elle a dit qu'il devrait contacter son avocat s'il avait des questions sur le règlement du divorce, sinon qu'il la laisse tranquille. Intelligent, ai-je dit. Puis elle a mentionné qu'il avait aussi demandé de mes nouvelles. Il voulait savoir si je serais prêt à le rencontrer. Il a dit qu'il voulait s'excuser, faire amende honorable. Apparemment, il suivait un programme en 12 étapes maintenant. J'ai carrément ri. Je lui ai dit qu'il utilisait un programme de rétablissement pour se réinsinuer dans la vie des gens. Elle a demandé si j'étais intéressé. Je lui ai dit qu'en fait, ouais, je l'étais. Dis-lui que je le rencontrerai mardi prochain, au café de la rue Hamilton, à midi. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de tourner la page.
Je n'avais pas besoin de l'entendre dire désolé, mais je voulais qu'il voie que j'allais mieux que jamais. Et une partie de moi voulait juste le voir se tortiller. Mardi matin, j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai mis des vêtements de travail plus récents, un polo d'entreprise avec mon logo. J'ai conduit le nouveau camion que j'avais acheté 2 mois auparavant, un F250, avec toutes les options et le nom de mon entreprise sur la portière. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance. J'ai pris une table dans un coin avec une vue dégagée sur la porte. J'ai commandé un café noir et j'ai attendu. J'ai regardé les gens aller et venir. À midi pile, la voiture de Peter est arrivée. Plus l'Audi. Celle-là était à Zoé maintenant. Il conduisait une Honda Civic en mauvais état avec une bosse dans la portière passager, garée tout au fond du parking comme s'il avait honte. Il est resté assis dans la voiture pendant une bonne minute avant de sortir, probablement pour se donner du courage ou répéter ce qu'il allait dire. Quand il est enfin entré, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu au moins 15 kilos, probablement à cause du stress, pas de la salle de sport. Ses vêtements flottaient. Il avait besoin d'une coupe de cheveux. Des cernes sous les yeux. Ce n'était pas le Peter confiant et soigné que je connaissais depuis plus de 20 ans. C'était quelqu'un qui avait tout perdu et qui se démenait pour sauver quelque chose du naufrage. Il m'a vu et s'est approché lentement, m'a remercié de l'avoir rencontré. Je n'ai rien dit, j'ai juste pointé la chaise vide. Il s'est assis, a commandé un café, a fixé ses mains pendant un long moment avant de commencer à parler. Puis il s'est lancé, a dit qu'il savait que je le détestais probablement. Il le méritait. Ce qu'il avait fait était impardonnable. Il travaillait sur lui-même, essayant de comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il me devait de vraies excuses. J'ai attendu, laissant le silence planer. Il a continué. A dit qu'il avait jeté plus de 20 ans d'amitié. Qu'il avait aidé à détruire mon mariage. Il était vraiment désolé. Encore du silence de ma part. Il a dit qu'il savait qu'il n'y avait probablement rien qu'il puisse dire pour arranger les choses, mais qu'il essayait d'être meilleur. J'ai demandé s'il avait fini. Puis j'ai posé ma tasse de café, je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux le pardon? Va parler à un prêtre. Tu t'adresses au mauvais gars. Ses mains tremblaient. Il a dit qu'il essayait d'arranger les choses. Tu as perdu ta femme, ton entreprise, ta maison. Tu travailles alors dans une entreprise que tu possédais, tu vis avec ton frère. C'est ça, la responsabilité. Je me suis levé, j'ai jeté un billet de 20 sur la table. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Je veux juste que tu vives avec le fait que tu as fait exploser une amitié de 20 ans pour 6 mois avec une femme qui ne te voulait même pas assez pour me quitter pour toi. Il a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Mec, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne te dois pas une épaule pour pleurer, Peter. Je ne te dois absolument rien. Comme on fait son lit, on se couche. Je me suis dirigé vers la porte, je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Certains amis me demandent parfois si je regrette, surtout d'avoir coupé les ponts avec ma fille. La réponse est non. Vous n'avez pas à gaspiller votre temps, votre énergie et votre argent pour les gens qui vous traitent comme de la merde. Je vais bien.